C'est bien comme ça, c'est bon? Tout le monde voit? Nickel. Je m'appelle Khalid Djebari. Je participe un peu au Meetup Paris.js et à Best of Web aussi, quand même, c'est cool. Ce serait cool si vous avez des trucs à proposer ou si vous voulez juste acheter votre billet. C'est pas cher, hein. Les prochains vont être à 30 € mercredi prochain. Surveillez Twitter. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de React. C'est pas une introduction du tout, mais c'est des choses assez simples. Et c'est de l'exploration que je vais faire. Je ne vais pas présenter une librairie en particulier ou vous montrer un pattern à utiliser comme va le faire Eddie par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'explorer un petit peu différentes manières, différentes stratégies dans un use case très simple pour transférer l'état et la donnée entre des composants. Disclaimer, comme on dit, ce que je propose, c'est pas une référence en la matière, il y a d'autres façons de faire que j'ai pas eu le temps d'aborder, j'aimerais bien. D'ailleurs, j'annonce tout de suite, je propose déjà un talk pour un prochain Meetup React, la suite de ce truc-là, si ça vous plaît en tout cas, parce que j'aimerais bien explorer d'autres trucs. Mais ce que je veux dire aussi, voilà, c'est juste de l'exploration. Le code, c'est pas le meilleur code du monde, tout est dans un fichier, mais bon, pas beaucoup de lignes. Combien? Là, il y en a 170, donc ça va, ça tient, on s'en fout. L'historique Git, il est pas très beau, donc quand vous faites Git clone, regardez pas trop l'historique, je me suis embrouillé à un moment donné, mais ça va, c'est gérable. Ah non, pourquoi on voit ce truc-là? Tu peux le réduire. Ah ben voilà, tu dégages. Et voilà, donc très brièvement, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais utilisé React, vous avez peut-être déjà entendu parler, très brièvement, en gros, dans React, on déclare des composants qui renvoient une template style HTML, et on peut les imbriquer, ces composants, ou les appeler un peu n'importe où, et dire, tiens, toi, composant, mets-toi à tel endroit dans le DOM, à tel ID, ou telle classe, ou je sais pas quoi, et on peut les imbriquer, par exemple, et quand on les imbrique, bah, le composant parent peut passer des données à un composant enfant, et ce qui se passe du coup, avec React, c'est qu'on a des outils pour dire, hey, j'ai de la nouvelle donnée pour toi, composant n'importe où dans la hiérarchie, et lorsque il y a une nouvelle donnée qui arrive pour un composant, quelle que soit la source de données, le composant se dit, ok, je vais mettre à jour mon template. Et du coup, il met en jour l'affichage dans le DOM, mais en cascade, en partant du haut vers le bas, si vous voulez. C'est globalement les grandes lignes, je pense que vous avez besoin de comprendre que ça pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on a des applications. Donc, je vous montre le use case que j'ai développé, qui est super avancé. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est un champ recherche qui sert à filtrer les 3 artistes. Hein. C'est une très grosse base de données en MongoDB. Et, qui filtre sur le nom de l'artiste. J'ai mis une année, je ne sais pas pourquoi, je me suis prêté à aller sur Wikipédia en plus pour chercher ça, mais ça ne sert à rien. Mais voilà, par exemple, si je mets J... Putain, Jimi Hendrix, ça ne matche pas. Ah, parce qu'il y a les cases sensitives. Ok, bon, je me suis vraiment pas pris la tête. Hein. Voilà. Et en fait, je vais commencer par le début. Donc le dépôt Git, comment je l'ai organisé, c'est par des branches. Donc vous allez sur des branches, tout expliqué dans le README. La première, c'est base. Et du coup, ici... je lance le watch, ça devrait le faire. Ok, je mets à jour. Ça marche pas. C'est très bien. Merde, c'est déjà fait. Ah voilà, le temps que ça build. Ok, donc voilà, c'est la même chose avec la petite phrase en moins, vous comprendrez l'intérêt de tout à l'heure. Donc là, en gros, qu'est-ce que j'ai? J'ai un composant, si je rafraîchis le code, voilà. Donc là, voilà mon arrêt d'artiste. J'ai un composant ensuite, avant de rentrer dans le code. Vous voyez bien, parce que moi je ne vois pas du tout le code que je vous montre. Ouais, non, c'est pas très clair. Il n'y a pas moyen de mettre un fond blanc, éteindre... Un fond blanc, un autre thème peut-être? Ou éteindre Ouais, si elle éteint, en éteint, elle va plus rien voir. J'essaye un color scheme, si j'en trouve un... Je sais pas. Vous connaissez des trucs blancs? Light? Khalid? Voilà. Pour vous, c'est mieux? Super. Nickel. Toujours une solution. Donc imaginez un composant qui représente l'input div en haut, un composant qui représente la liste d'artistes, et un autre composant pour chaque artiste, quoi, chaque résultat. Voilà à quoi ça ressemble dans le code. Une liste d'artistes. Voilà. Imaginez que ça vient de votre source de données, on s'en fout d'où elle vient. Là, peut-être augmenter l'écran, c'est mieux. Ensuite, que fait le composant? Donc attendez, tout en bas, qu'est-ce qu'on fait? On dit à React, rends-moi le composant search dans le body. C'est une mauvaise pratique en plus, hein. J'ai vu ça récemment, mais ok, je l'ai dit comme ça, voilà, je suis pardonné.
Imaginez, donc là, c'est quel exemple? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai oublié. Ah oui, j'ai un composant parent, en fait, si vous voyez ici. Donc j'ai une classe search, c'est un composant. J'ai écrit en ES6 pour jouer avec. J'avais jamais écrit de ES6 avant. Et je faisais les classes, nouvelle feature de ES6. Je vous déconseille pour l'instant pour faire du React. C'est pas top, je pense. Parce que Zis, c'est pas très bien géré. Donc utilisez plutôt la syntaxe classique react.createClass. C'est pas encore parfait. Peut-être que ça s'arrangera dans des prochaines versions de Transpiler et compagnie. Donc, j'ai un composant, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous voulez comprendre un composant, vous regardez la méthode render, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce que fait ce composant? Il m'affiche un composant searchBox et un composant searchResult. Okay, les deux sont ensemble. Et en plus, il gère aussi des événements. Lorsqu'il y a un changement dans la searchBox, en gros c'est un input, hein, j'appelle cette méthode changeHandler qui prend... Ah, j'ai fait ça, moi? Ah ouais. J'ai fait cette state de la query. Ah ouais? J'ai pas fait e.target.value. Bizarre. Non, c'est dans ton composant. Comment? C'est dans ta searchbox. Ah oui, non, ouais, oui, voilà. Bon, là, en gros, voilà, oui, vous connaissez le code mieux que moi, putain. Vous avez triché, vous avez regardé le dépôt au GitHub avant d'arriver, c'est ça. En gros, j'ai un composant parent qui gère à la fois, pour faire simple, l'affichage des composants enfants, et qui fait aussi le branchement, la logique, qui récupère l'état, qui le set ici, l'état de la requête. C'est le seul état que j'ai besoin de savoir pour décider quoi afficher sur ma liste, dans mon interface. Et vous voyez ici, voilà, j'ai une query initiale qui est string vide, parce qu'au début j'ai décidé de rien afficher. Ensuite, j'ai des composants enfants, searchBox, qui passent, voilà ici. Vous voyez, input type search, value c'est la query qui a été passée, l'utilisateur a tapé. J'ai un changeHandler qui appelle en fait la méthode change qui vient du parent, qui a été passée, et qui lui passe eTarget.value. Et donc c'est ce qu'on avait vu ici. Jusqu'ici c'est un exemple vraiment basique de React, hein. Je vous montre des choses très simples. Et ensuite des composants search result qui se contentent de dire hey, tu m'as donné une props, c'est en gros ce qu'on appelle un paramètre, c'est l'équivalent d'un paramètre pour une fonction, qui s'appelle result, et ben je vais afficher un UL, et pour chaque result, je map vers un search result item, qui est en fait juste un ID. D'accord? J'ai fait la déstructuration, c'est super cool en ES6. Hein. Voilà. Et je rends ça. Donc jusqu'ici c'est un exemple basique, hein. C'est en gros, l'utilisateur tape quelque chose, ce truc est capturé par le composant parent, et le composant parent dit ok, je vais le passer, je vais faire, je crois que j'ai fait un map d'ailleurs, la logique elle est là, elle est quelque part, voilà ici. Dans la méthode render du parent, je filtre les artistes sur la query en gros, parce que ce que j'ai tapé est dans la string des names des artistes, et après je passe ce résultat là au résultat. C'est l'exemple basique, limite tutoriel débutant dans React, c'est un truc simple. J'essaie de mettre des prop types un peu pour être un peu propre. J'ai des fois implémenté shoot component update, je sais pas si je vais rentrer dans le détail, c'est pas intéressant aujourd'hui. Voilà, donc le code c'est pas le meilleur, mais bon ça passe. Et ça c'est la manière de base de passer des composants dans React, c'est du haut vers le bas. Le petit problème qu'il y a avec cette implémentation, c'est que donc si je regarde searchBox et searchResult, je vois que c'est des composants, si on regarde bien le code. Qu'est-ce qu'ils ont en gros? Une méthode render pour la searchBox et un event listener sur l'input, mais qui se contente de passer son truc au parent. Donc celui-là, il est très bien, il a aucune responsabilité, sa responsabilité c'est pas de modifier l'état de l'application ou de faire du branchement, il fait rien d'autre que j'affiche les données que tu me donnes, ici. Donc la query qui est passée par l'utilisateur, elle passe d'abord par le parent et elle redescend à l'enfant. Et dès qu'il y a un changement, je le transmets à celui qui m'a appelé. Donc, il se trouve qu'ici c'est un composant React, parent. Et les autres composants aussi, ils sont archi simples, ils se contentent d'afficher les données qu'on leur demande. Mais le premier, il fait trop de choses. Il fait à la fois de la gestion d'état, comme ici on voit, c'est lui qui gère l'état global de cette application très complexe. Hein. Et il gère aussi la logique métier. La logique métier ici, c'est cette fonction filter. C'est ça le métier de mon use case. Et après, il rend également les composants enfants. Donc, le problème ici, selon moi, c'est que le composant parent ici a trop de responsabilités. Ce serait mieux si on avait un composant qui avait la responsabilité, par exemple, de gérer la logique métier, et des composants qui se contentent juste d'afficher des choses. Je suis pas sûr d'être clair en fait. Mais on va essayer de voir ça dans mon second exemple.
très basique ce que je dis, hein. C'est pas forcément intéressant pour ceux qui connaissent React, je m'excuse. Hop, je change, je raffiche, ça marche toujours, c'est super. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? J'ai utilisé ce qu'on appelle un wrapper. Et en fait, si on voit, j'ai mis un petit commentaire, hein, ce composant wrap des composants complètement stateless et gère la logique. Ça veut dire que ce composant, son seul rôle, c'est de gérer la logique et ensuite il appelle search. Attendez, je vais revoir mon... Et voilà. Donc je rends toujours qu'un seul composant, donc ça veut dire que j'ai une seule hiérarchie de composants qui s'affiche dans le DOM, dans document.body, à partir du composant search wrapper. Mais search wrapper fait qu'une seule chose. Il gère de la logique. Et ensuite, il prend un composant, et un seul, et lui donne de la donnée. L'avantage, c'est que du coup, search wrapper ne gère pas vraiment le templating en plus de gérer le métier. Il ne gère pas du tout de templating, il se contente d'appeler un composant, et du coup, tous les autres composants deviennent complètement stateless, en fait. Il n'y a aucune logique. This onChange, qu'est-ce qu'il fait onChange? Unchange. Ah oui, il se contente d'appeler la fonction du parent. Là, il y a une différence, par exemple, c'est que là, j'ai passé l'événement du DOM depuis l'enfant vers le parent, mais tout en entier. J'ai pas passé e.target.value. C'est-à-dire que même cette petite responsabilité, qui n'est pas grand-chose, hein, c'est juste e.target.value, je décide de même pas la laisser dans le composant enfant, de donner l'intégralité de la data au parent pour que le composant en lui-même soit réutilisable dans le plus de contextes possible. S'il se contente de prendre de la donnée, de l'afficher, et lorsqu'il y a une input utilisateur, de la transmettre au monde extérieur, on va dire, par rapport au composant, ce composant-là, il est très facile à réutiliser dans n'importe quel contexte, parce qu'il n'a pas de responsabilité, il ne gère pas de métier, c'est une meilleure façon de faire. Et du coup, l'intégralité de ma logique, elle est gérée ici, mais en fait, j'ai que de la logique ici, j'ai pas vraiment de templating et d'autres responsabilités. Ça, c'est la stratégie dite de wrapper de composants. Et ça, je vous invite à le faire, quelle que soit la manière dont vous faites vos composants. Faites d'abord des composants qui ne font que du templating, et à la limite de gérer des inputs et de les transmettre au monde extérieur. Et ça va être les composants les plus réutilisables de votre application, parce qu'ils n'ont aucune responsabilité. Et si vous voulez, ensuite, ben voilà, il faut bien brancher les event listeners quelque part, enfin la logique associée et la logique de votre application. Vous pouvez les mettre dans un composant parent, wrapper, comme ça, qui aura cette seule responsabilité de gérer la logique. Pour les petites applications, les petits use cases, ça fait largement le job par rapport à d'autres stratégies. Enfin, il y en a plein d'autres, d'ailleurs, je vous en montrerai d'autres. Mais ça suffit à faire le job. Et si un jour, vous devez changer la logique, la seule chose que vous avez à faire, c'est changer la logique ici. Search, je ne change pas les composants enfants. Et vice-versa, si je veux garder la même logique, mais changer l'affichage, je ne vais pas mettre un search, mais je vais mettre une autre forme de search, ou un truc à la souris, ou je ne sais pas quoi, avec une liste qui s'affiche différemment. J'ai pas du tout à changer, j'ai pas besoin de changer vraiment mon search wrapper, à part si ce n'est l'appel ici au premier composant, pardon, c'est mieux aussi, si ce n'est l'appel au premier composant de ma hiérarchie, et je peux du coup interchanger les composants UI, qui font que de l'UI, très facilement, sans changer ma logique. J'espère que vous avez compris le truc. Est-ce que c'est clair à peu près ce que je dis? Je m'arrête 2 secondes. Ouais. Ok, c'est cool. C'est cool. Ok. Next, autre façon de faire pour transmettre la donnée entre ces composants et gérer l'état de ces composants, de son application dans les composants React. Donc je répète, tout ce que je fais, c'est vraiment j'ai fait de l'exploration. Je dis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec React? Pour l'instant, vous avez vu, j'ai tout mis dans les composants React. Pourquoi pas? La suite, c'est Events. Tiens, c'est celui-là. L'autre dépôt. Donc normalement, il a buildé. Je vérifie que ça marche, mais normalement, ça marche toujours. Ah! J'ai complexifié un tout petit peu mon use case pour rendre les choses un peu plus intéressantes. C'est que, jusqu'à présent, j'avais un seul composant qui se rendait dans le DOM, et le composant rendait à la fois l'input et la liste associée, et la liste de résultats. Ça veut dire que vous avez une grosse template qui gère tout ça, mais peut-être que dans votre application, les sources de données, par exemple, et les résultats, sont à des endroits qui sont complètement déconnectés dans l'affichage, dans le template. Donc, vous pouvez très bien imaginer, si vous voulez dire, bah, ok, bah, je fais un énorme composant qui contient tout, même s'il y a des morceaux statiques dedans, c'est pas grave, j'irai les changer dans React. Vous pouvez dire non, c'est pas le but, je veux qu'une partie de ma page reste statique, ça peut être un besoin, pour X raison, ou qu'il y ait autre chose, un plugin jQuery, ou je ne sais pas quoi, enfin, vous pouvez imaginer plein de trucs. Et du coup, si on regarde l'index.html, c'est ça.
Là, on le voit clairement, j'ai un ID, un div qui a l'ID search, j'ai du pur HTML statique, c'est celui qu'on voit à droite, et un autre div qui va avoir mon composant de résultat. Du coup, comment on fait pour communiquer, vu qu'il n'y a plus la hiérarchie de composants, pour passer les données du haut vers le bas, parce que c'est comme ça que c'est le principe de React. Mais là, j'ai cassé ce truc-là, dans un use case qui est complètement réel, hein, même s'il est simplifié. Comment on peut faire pour faire communiquer ces éléments-là? Là, une stratégie que j'ai explorée ici, très simple à mettre en œuvre, surtout, c'est d'utiliser un bus d'événements. Je ne sais pas si vous avez utilisé déjà, par exemple, Backbone. Il y a Backbone Events dedans, ou ce genre d'événement. Même jQuery, on peut faire des jQuery on sur n'importe quoi, sur des objets, mais pas forcément sur le DOM. Mais globalement, sur des objets, sur un event broker ou un event bus, vous l'appelez comme vous voulez. Et c'est du coup, de passer un bus tous les composants qui doivent communiquer, et de gérer la communication à l'intérieur des composants. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'importe Event Emitter. C'est l'event emitter de Node.js, et Browserify me permet de l'avoir, mais vous aurez pu prendre n'importe quel sujet, n'importe quelle technique, peu importe. C'est pas l'implem ici, elle n'a pas trop d'importance. Donc qu'est-ce que je fais? Je repars du render, ici. Où est ma variable bus? Ah oui, non, pardon. Voilà, ça va trop vite le scroll, désolé pour les épileptiques. J'ai instancié un bus qui permet de la communication entre des composants qui n'ont pas la relation parent-enfant. Je le passe à mes deux composants, qui sont chacun rendus dans un endroit différent du DOM. Donc voilà, c'est la même variable bus. Et ensuite, à l'intérieur des composants, dans une fonction qui s'appelle component did mount. Non, c'est pas vrai. Khalid, tu dis n'importe quoi. Non, pas du tout, excuse-moi, je dis n'importe quoi. Le change handler, l'event handler sur la search box, qu'est-ce que je fais? Je fais un set state de ce que l'utilisateur a tapé. Jusqu'ici, tout va bien. Donc ça, en fait, c'est le même wrapper que tout à l'heure. Hein. Pardon, j'ai pris un raccourci, mais j'aurais dû l'expliquer. C'est le même wrapper que tout à l'heure, celui qui s'occupe que de la logique et qui s'occupe de transmettre l'état au composant input en lui-même. Donc, vu que lui gère la logique, il a passé le change handler à l'enfant, donc à l'input lui-même, qui lui transmet l'événement E entier. Et donc, je set l'état. Je ne sais pas si on voit bien, on voit mieux ici. Je set l'état target.value, donc ce que t'appelle l'utilisateur. Et ensuite, c'est un callback de cette state. Donc, une fois qu'il aura cette state, il va faire qu'il nous rend la main. À ce moment-là, j'émets un événement qui s'appelle result. Et de l'autre côté, donc dans les résultats, voilà, c'est ici que j'utilise le component inMount. J'ai écrit un if qui ne sert pas forcément à grand chose, enfin si vous voulez vous le mettez, ça peut être bien aussi. Mais en gros, j'écoute l'événement résultat, et quand il a lieu, en fait dans l'événement résultat, pardon, je voulais dire que de l'autre côté, je passais la liste filtrée, voilà, j'émite la liste filtrée, donc cette logique qui est encore dans le composant ici. C'est le même code que tout à l'heure, hein, je l'ai juste mis dans une fonction à part, elle est plus dans le render. Donc la liste de résultats filtrés, je les mets avec mon événement, et de l'autre côté j'écoute, et quand cet événement se produit, je set l'état de ce composant-là, avec la liste de résultats, et du coup, lui affiche toujours la même chose, this.state.result, et il map, et sur chaque machin, il affiche une ligne. Et donc ça marche de la même manière. Qu'est-ce que je peux dire sur cette méthode? Un des avantages, c'est que si votre use case il est simple pour faire communiquer des composants qui sont indépendants dans la hiérarchie du DOM, ça marche très bien. Si vous avez voilà, un petit use case, c'est archi facile à mettre en place. Vous voyez que j'ai très peu de cérémonie. J'ai instancié un bus et j'ai émis un événement d'un côté et j'ai écouté un événement de l'autre dans component inMount. C'est un hook qui est souvent utilisé pour brancher des composants React avec le reste du monde JavaScript. Voilà. Par contre, comme si vous avez un peu d'expérience et vous avez déjà utilisé des backbones et compagnie, à force d'événements pour faire communiquer des applications un peu plus complexes, ça ne scale pas du tout. Moi, je vous déconseille de vous baser là-dessus si vous avez des applications complexes avec plein de composants, plein de modules différents qui doivent communiquer, des trucs React, des trucs pas React, etc. Ça peut devenir vite le bazar. Mais pour des use cases simples, ça fait le job. Ça peut être une façon de faire. Évidemment, il y a plein d'autres façons envisageables. Donc ça, c'est des événements pour faire communiquer des composants React. Si j'essaye un truc que Eli, ici présent, connaît sûrement mieux que moi, Flux. Voilà, je vais vous montrer un petit peu Flux, ça peut être intéressant. On en a beaucoup parlé.
bah, j'ai essayé d'implémenter Flux pour faire communiquer des composants pareils, qui sont toujours détachés et qui ne sont pas dans la même hiérarchie dans le DOM. J'ai oublié de demander Internet parce que je voulais afficher un schéma, le schéma de Flux de base, qui m'aurait permis de comprendre. Est-ce que je peux faire ça? C'est Sphere Guest. Comment? Sphere Guest. Sphere Guest, ok. Alors, excusez-moi, time, Wi-Fi time. Wi-Fi time. Donc, je vais essayer de meubler ce moment-là. Qu'est-ce que je peux dire? Network, Wi-Fi. Je suis con, l'onglet il est en haut. N'importe quoi, je sais plus où ça va. C'est n'importe quoi. Ah merde! L'appareil là, Sphere Guest. Et le mot de passe? Guest en majuscule. Ouais. Dollar 2014. Dollar 2014. C'est ça? Vite, je vais faire ma montée mise à jour mon ordinateur. Ok, je vais vous montrer le schéma de flux officiel sur la documentation. Ça peut être intéressant pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas ça permet de suivre, ça me permet de suivre, je pense, plus facilement. Ah, ok, ça a bougé. Hop là, est-ce que c'est par là? Vite. Ok, bon, j'arrête de faire le con. Ok, est-ce que si je fais ça, on voit bien? Vous arrivez à voir le schéma ici, ça va? Ça, je peux afficher tout en même temps. Ok. Donc, globalement, la base de flux, hein, ça c'est le. Comme il dit, c'est écrit en gras ici. Hein. This should be the primary mental model for the flux programmer. Il faut l'avoir en tête quand on fait le flux. Et si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, je vous le mets, vous n'avez pas besoin de l'avoir en tête, vous l'avez sous les yeux. Globalement, le concept consiste à dire, ok, l'état, plutôt que de le mettre dans mes composants directement et de gérer de la logique dans mes composants, je vais sortir toute cette logique-là, je vais laisser des composants que lui, principalement. Et quand il se passe quelque chose, le composant va dire, hey, j'ai mis une action qui a envoyé un dispatcher, qui va l'envoyer sur... qui va dispatcher, c'est son rôle, hein, c'est pas la logique, mais en gros qui va émettre cette action, si vous voulez, dans tous les stores qui l'écoutent. Les stores, c'est là où vous stockez l'état de votre application, enfin, les données de votre application, et où vous mettez la logique globalement de votre application de changement d'état. Et le store va le retransmettre à la vue, c'est la dernière étape, par un système d'événements. En fait, c'est la vue qui s'abonne à des événements, un peu comme j'ai montré tout à l'heure avec les bus. La vue s'abonne à des événements sur le store. Quand la donnée change, le store dit « Hey, la donnée a changé, quelqu'un m'a envoyé un ordre de changer la donnée, je ne sais pas qui, mais c'est le dispatcher qui s'occupe de dispatcher, il s'en fout de la source. Quelqu'un m'a demandé de changer de la data, donc voilà, j'ai changé de la data, je crois qu'elle t'intéresse, vu que tu t'es inscrit là-dessus. » Et du coup, c'est globalement un flux unidirectionnel de données, même si en fait, je crois qu'il y a un autre, voilà, c'est ça. Quand il y a un input qui vient de l'utilisateur, en fait, on repasse, la vue émet une action, qui repasse au dispatcher, qui transmet à tous les stores qui sont concernés. Les stores appliquent la logique métier, changent les données, par exemple filtrent la liste d'artistes. Et la vue qui est intéressée par cette liste d'artistes dit hey, la liste a changé, ok, je me remets à jour, on fait un render. Et c'est globalement ça flux. Principalement, c'est pas plus compliqué, enfin, même s'il y a plein d'implémentations flux différentes dans la nature, bon, une que va nous présenter Ellie, avec des variantes, ceci, cela, etc. Je ne rentre pas du tout dans ce débat, je ne les maîtrise pas du tout, toutes les implèmes de toute façon. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc je réutilise l'event emitter de tout à l'heure. J'ai installé Flux npm install. Et ce petit truc-là, je l'ai récupéré dans le tutoriel Flux, je ne me suis pas trop pris la tête. On s'en fout. Donc j'instancie un dispatcher, parce que ça doit être un singleton. En tout cas, le Flux à la sauce Facebook, c'est un singleton. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les implèmes de Flux. Donc là j'ai un store, vous voyez, je me suis fait une fonction anonyme auto-exécutée parce que j'ai pas envie de mettre ça dans un module et polluer mon scope global, on s'en fout tout ça. Hein. Donc là, ouais, vous voyez, dans le store, j'ai mon état, les artistes originaux, j'ai ma logique métier, la fonction filter, j'étends, je dis que mon store en fait ça va être un objet qui étend l'event emitter pour qu'il puisse émettre des événements aux vues qui sont intéressées. Une petite API métier, voilà. Et un dispatcher, en gros, qui dit lorsque l'action qui est émise est de type filter, par exemple, hein, c'est l'implémentation à la Facebook,
quand un événement, quand vous créez une action, quand une vue émet une action, elle me dit voilà, j'ai une action de tel type, et voilà la data associée à l'action. Et ensuite, le dispatcher, il switch, globalement, ça peut être une façon de faire, il switch sur le type d'action, et selon le type d'action, il va juste, ok, bah, je vais émettre un changement sur tel store. En fait, vous voyez, le dispatcher a appliqué la logique métier, de filtrer les artistes, et ensuite a émis le changement sur le store qui était intéressé. Donc ça, c'est vous qui écrivez ici votre logique métier, c'est à vous de faire tous vos branchements avec Flux. C'est pas un truc out of the box à utiliser, c'est plus un pattern, et des librairies qui permettent de l'implémenter. Voilà, j'ai une action, par exemple ici, qui s'appelle filter. Et ça, donc ça, c'est l'action que la vue va utiliser. Et on peut le voir ici. Mon search wrapper, il s'est énormément simplifié. Vous voyez, il y a beaucoup moins de codes. Le search box, le handler sur l'input, en gros, qu'est-ce qu'il fait? Il émet l'action filter. Enfin, j'appelle l'action filter. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Parce que lorsqu'il y a l'action filter qui a lieu, le dispatcher, l'action appelle le dispatcher. Tous les stores intéressés émettent le changement après avoir appliqué la logique métier. L'état a changé, parce que j'ai appelé filter, c'est pareil, hein, c'est le même code que tout à l'heure. Et de l'autre côté, la search result, elle, au component inmount, elle s'abonne à l'événement filter. Donc ça, c'est la petite API métier que j'ai créé, mais globalement, c'est un store.onChange ou filter, appelle-moi ce callback là. Et le callback, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste cette state de récupère-moi le state qu'il y a dans le store. Et le state qu'il y a dans le store, et c'est ça, c'est store.getArtist. En fait, vous pouvez très bien mettre plus de données que dans un store. Hein. C'est juste imaginez une map, un objet JavaScript avec plusieurs clés, par exemple, si vous voulez mélanger plusieurs choses qui sont un peu liées. Et ne récupérez qu'une partie des données qui vous intéressent, c'est une façon de faire. Voilà, Flux, c'est pas vraiment plus compliqué que ça dans l'implème de base, d'un exemple de base de React et Flux. J'ai pas utilisé Flux plus que ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai utilisé. Plein de choses que j'ai utilisées pour la première fois de ma vie aujourd'hui. Mais c'est pas vraiment plus compliqué que ça à la base. Le schéma il est assez simple, hein. La logique se passe dans le store. Et du coup, par rapport aux implèmes que j'ai pu montrer tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que vous avez que des composants à tous les niveaux de votre hiérarchie, des composants qui sont stateless, qui ne gèrent pas vraiment d'état, sauf pour mettre à jour des données qui changent, comme l'année de résultat. Comme elle va afficher des données changeantes, il faut bien qu'elle ait un état qui est la liste des artistes, quoi. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de logique, à part s'abonner à des stores. Et toute votre logique, elle est dans le store. Et globalement, la logique qui est métier ici, elle n'a rien à voir avec React ou quoi que ce soit. C'est juste un objet JavaScript donc, qui étend event emitter, mais c'est tout. Du coup, vous pouvez très bien prendre votre store et commencer à le tester unitairement, toute votre logique métier, etc. Et c'est là que c'est intéressant par rapport aux autres approches que j'ai montrées tout à l'heure. Je n'ai pas parlé de tests, mais quand dans une grosse application, on veut tester quand même sa logique, si vous mettez toute votre logique dans vos composants, la seule vraie manière de faire, soit vous utilisez des pseudo-DOM dans Node.js par exemple, et vous simulez des événements et vous voyez le résultat, etc. Soit vous mettez un vrai navigateur, et avec des frameworks comme Selenium ou PhantomJS et compagnie, et vous ne testez pas vraiment juste la pure logique. Là, la logique, c'est que des fonctions, donc elles sont très faciles à tester, et elle est complètement en dehors de vos composants React. Donc React s'abonne juste aux changements qui résultent de l'application de votre logique métier, qui est dans le store en gros. Ça c'est intéressant, cette approche elle est intéressante je pense, lorsque votre application grossit et que vous voulez centraliser là où votre logique métier a lieu. Et vous la rendez testable comme ça. Vous la rendez testable, pas détestable. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher. Celle-là elle est pour toi. Donc, voilà Flux dans les grandes lignes. Un autre intérêt aussi, ça ne se voit pas du tout dans une application de cette taille-là, un intérêt c'est que vous pouvez découper l'état de votre application en plusieurs stores pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes si vous voulez. Donc, je sais pas, imaginez une grosse application avec des listes de données, des utilisateurs, des settings, un historique de navigation, comme va vous en parler peut-être Elliot tout à l'heure. Eli, pardon, pas Elliot. Pourquoi pas. Je sais pas pourquoi pas, ouais. Et du coup, ne s'abonner que à des stores précis qui ne gèrent qu'une partie de la donnée de votre application. Et pour pas avoir un store énorme qui contient tout, tout le monde se perd parce que le store c'est un fichier qui fait 3000 lignes de JavaScript, enfin, au bout d'un moment vous allez vous perdre. Il faut très bien découper votre store, découper votre logique, réutiliser des stores d'une partie de votre application à une autre, ou même d'une application à une autre, si vous faites les trucs
comme il faut, enfin selon votre use case. Donc ça peut être super intéressant. Après, il y a plein d'implémentations de flux, j'ai dit celle de Facebook. Je sais que cette implémentation-là ne vous empêche pas de découper, ne vous y oblige pas du tout, mais un des problèmes, selon moi, à découper l'état de votre application en plusieurs stores, c'est que peut-être que l'implémentation de flux que vous utilisez ne vous permet pas de récupérer facilement quel est l'état global de votre application. Si vous avez 3 stores, vous avez une partie qui est dans un store, une partie qui est dans un autre store, une partie qui est dans un autre store, ça peut être utile de vouloir, pour débugger par exemple, je veux savoir quel est l'état complet de mon application. Donc, ça peut être compliqué de commencer à la récupérer, selon les manières de faire. Je crois que je sais où je vais en venir, mais peu importe. Mais je sais qu'il y a des implémentations de flux, une qui s'appelle McFly, ouais, McFly comme dans Retour vers le futur, je crois, qui permet de découper son état dans plusieurs stores, mais qui permet quand même, en appelant une fonction qui s'appelle, si je ne me trompe pas, getSnapshot, de récupérer quand même l'intégralité. Ça peut avoir des utilités pour débugger, ça peut être utile pour stocker l'intégralité d'état d'application quelque part, au navigateur ou server-side, peu importe, et le transmettre à un autre navigateur pour le debug ou pour relancer l'application exactement dans l'état où il l'avait laissé, par exemple, lorsqu'il a voulu fermer son navigateur ou lorsqu'il s'est déconnecté. Ça peut être aussi super intéressant, j'ai pas du tout cherché à le faire, peut-être que je le ferai dans la partie 2 que j'ai annoncée tout à l'heure, je sais pas, d'implémenter l'historique de votre état. Si vous avez l'état qui est à un seul endroit, c'est facile d'enregistrer chaque état dans un horaire. Imaginez un simple horaire JavaScript. À chaque fois qu'il y a eu un changement d'état, je récupère l'état complet de mon application, je fais push sur mon horaire et je stocke juste en parallèle l'index dans mon horaire de l'état actuel de mon application. Et si je veux naviguer, faire des undo en quelque sorte, même en plus si vous branchez ça avec le bouton back du navigateur et un routeur, etc., ça peut être mortel. Vous faites juste back et vous changez juste l'index. Vous avez un petit truc à faire. Hein. Changez l'index dans cette array d'historique de l'état d'application et vous faites votre render. À partir de là, vous avez l'intégralité de votre screen qui change et qui revient exactement à là où vous l'aviez laissé au clic d'avant, etc. Et vous pouvez revenir comme ça et tout. C'est super pratique. Et c'est facile à faire quand l'état de l'application est à un seul endroit. C'est plus compliqué quand c'est à plusieurs endroits. Donc ça peut être utile selon votre application. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette feature, mais c'est cool. Voilà pour Flux, j'en parle pas plus parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, je ne maîtrise pas. Il y a plein de façons de faire et Elie va nous en parler bien mieux tout à l'heure. En tout cas, elle va nous proposer un truc. Et ouais, tu vas nous proposer une FM, c'est ça? Ouais, entre autres. Entre autres, voilà. Ça promet d'être riche. Et je vais passer sur le dernier exemple. Je sais, j'ai pas regardé l'heure, je sais pas du tout. C'est un peu fini. On termine quand même. Ok. La dernière implème que j'ai voulu tester, je vais tester RxJS. Ceux qui sont venus au dernier Paris.js ont vu un mec qui a présenté RxJS. Et j'utilisais une librairie similaire qui s'appelle Kefir.js. Voilà, Kefir, npm install Kefir. Donc je vérifie toujours que ça marche. D'accord. Ok, ça marche toujours. Donc, globalement, c'est des streams d'événements. La différence avec les événements classiques genre type event emitter ou backbone events ou ce genre de truc, c'est que au lieu d'attacher une string à un événement, à un callback en particulier, enfin, voilà, au lieu d'identifier votre événement par une string qui se balade en fait, qui est écoutée ailleurs dans votre application, vous avez un bus, enfin, une pipeline, un peu, imaginez une espèce de pipeline, vous mettez une donnée dedans, vous appliquez des traitements pour changer votre donnée, pour filtrer, pour dire je ne laisse pas passer cet événement-là parce que la donnée c'est pas la bonne. Et de l'autre côté, vous écoutez la valeur qui sort de cette pipeline. Globalement, c'est ça, sachant qu'avec les streams, vous pouvez en plus les fusionner pour dire je veux une donnée qui vient de. Enfin, je veux une donnée que si les deux streams concordent et j'ai true ici et true aussi de l'autre côté, par exemple. Et du coup, ça sort true, sinon ça ne sort rien du tout, ou false. Imaginez ce genre de truc. Et je vous invite à regarder le dernier talk de Paris.js si vous ne l'avez pas vu. Je crois qu'elle a été filmée chez Criteo. Je crois, je sais plus. Qui s'en rappelle? Non, personne, il y a personne. C'était filmé? Non, je crois pas. Bon, en tout cas, il y a les slides, hein, parisjs.org. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en gros, je recommence, j'ai des composants à peu près stateless, j'ai le composant searchbox. Avec Flux et cette approche-là, je crois que j'ai sauté le wrapper. Le wrapper n'était plus nécessaire vu que la logique était ailleurs. Donc là aussi, la logique est ailleurs. Donc j'ai searchbox qui prend un input stream au lieu de prendre un bus d'événements.
j'ai search result qui prend une input stream au lieu de prendre un bus d'événements comme tout à l'heure. Et j'ai un callback, j'écoute une valeur, lorsqu'il y a une valeur qui arrive, je fais un set state, et tout se passe à l'extérieur. Et en fait, la logique, elle est là. Elle est là. Donc imaginez, ça c'est celui qui va prendre les inputs de l'utilisateur. Et les résultats, c'est l'input stream. J'ai poussé ça dans un tuyau, imaginez. Et de l'autre côté, je dis, ben, le tuyau de sortie, c'est le tuyau d'entrée, quand il y a une donnée, où je map E, j'appelle E.target.value. Je skip les duplicates, parce que je me suis amusé à tester un truc pourri avec should component update et un autre machin, mais où je ne vous ai pas expliqué. Mais globalement, si je fais CTRL-C ici, et que je refais CTRL-V, le navigateur il va émettre un événement change, mais la donnée elle n'a pas changé. Donc c'est pas intéressant de transmettre à l'autre côté un truc qui est identique, et de refaire un render. Même si je peux implémenter should component update, mais sur des listes c'est pas forcément facile, il faut faire des deep comparaisons. Désolé pour ceux qui ne suivent pas tout, je vais vite. Et donc vous pouvez aussi implémenter, entre guillemets, votre should component update, vous pouvez aussi l'implémenter ici, si vous voulez. Ou d'ailleurs aux deux endroits. Ça n'empêche pas. Et donc en gros, je skip toutes les valeurs qui sont similaires à la valeur qui vient juste d'être saisie. Puis après je map. Et quand je map, pour une valeur qui est passée ce filtre, je renvoie la liste d'artistes filtrés par nom. Et je lui mets une valeur initiale. Pour qu'au chargement d'application, il y ait quand même une liste d'artistes. Et du coup, c'est ce qui se passe. Ma liste d'artistes ici, au will mount, pas au did mount, parce qu'au did mount c'est trop tard, il y a déjà eu un premier render qui a eu lieu, et du coup le résultat aurait été vide. Mais au will mount, quand il y a une valeur, je set l'état de ma liste à la liste d'artistes en question. Et du coup, voilà, il n'y a que ça à faire. Et là aussi c'est intéressant, parce que un peu comme dans Flux, même si c'est pas du tout la même approche, mais la chose qui est similaire entre les deux, c'est que votre logique métier elle n'est pas du tout dans vos composants. Ça vous le prenez, vous le testez facilement, vous créez un faux input stream, je sais pas quoi, vous mettez une input et vous regardez ce qui sort de l'autre côté, et vous voyez si ça match vos assertions, faites vos assertions là-dessus par exemple, c'est entièrement testable unitairement sans aucun problème. Et vos composants ils font ce que React sait faire de mieux, c'est gérer le templating efficacement. Voilà, j'ai fini d'explorer quelques stratégies. Je vous propose un autre talk un de ces jours avec des stratégies inspirées notamment du monde ClojureScript si ça vous intéresse. On a parlé de cursor, de référence cursor, d'immutabilité, de je sais pas quoi, de channel et tout, ça pourrait être sympa à explorer. En tout cas explorer avec vous, hein, je fais ça pour moi, mais aussi je me dis tiens je partage avec tout le monde. Voilà, je rappelle, c'est pas une implème de référence que j'ai fait, c'est juste de l'exploration et c'est des concepts qui sont intéressants à retenir. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions? Babelify. Et j'ai mis Reactify, mais je crois que c'est même pas nécessaire en fait. Non, c'est pas nécessaire parce que Babelify, c'est déjà géré JSX. Babel, pas Babel, Babel en fait. Ouais, Babel inclut en fait JSX. J'ai vu ça, mais j'avais la flemme de le changer dans mon. Ouais, 625, c'est l'ancien nom de Babel. Donc vous connaissez 625 comme transpiler ESX vers ES5, mais ça s'appelle Babel, et c'est ça que j'ai utilisé. Ça gère le truc tout seul. Je vais juste faire un petit truc. Allez, voilà. C'est git remote-v pour vous dire que tout ce code-là, il est sur GitHub. Il est là. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche jamais le jour J. Voilà. Il est là, dans mon GitHub, Jebs. React-GitHub-data-flow. Si vous voulez récupérer le code et réexplorer vous-même, réétudier un peu les implèmes et ça se passe ici. D'autres questions? Oui. Et pourquoi ça scale par rapport à l'implémentation naïf du bus par rapport aux autres? Pourquoi ça scale? C'est plus simple. Parce qu'en fait, j'ai fait l'expérience, ça fait 1 an et demi que j'ai fait du React. Et on a tous découvert React, on avait tous des niveaux différents. Et tout mettre dans des composants, quand tu as des trucs, par exemple des formulaires, mais vachement complexes, avec plein de règles de validation, d'interdépendance de champs, ou je sais pas quoi, des widgets un peu compliqués à afficher, c'est beaucoup plus simple si la logique elle est à l'extérieur, parce que tu écris des tests unitaires sur ta logique, et tes composants, ils se contentent de prendre de la donnée et de l'afficher. Et ça, React le fait parfaitement, c'est archi facile, tu mets juste une fonction render et des balises JSX ou de l'API sans JSX, et c'est tout. Quand tu vas tout mettre dans tes composants, la seule façon de tester, enfin, tu te retrouves avec des objets, enfin, des composants React qui sont gros comme ça,
tu dois suivre le fil entre plein d'appels de fonctions de ton API ou des trucs externes, etc. pour comprendre la logique. Et ils sont difficiles à tester, ils sont difficiles à réutiliser. C'est pas forcément intéressant. C'est beaucoup mieux de séparer. React, comme dit, c'est juste le V de MVC entre guillemets. Donc autant l'utiliser juste pour ça parce qu'il sait très bien le faire. Et pour le reste, déporter la logique ou les autres choses qui concernent votre application, ne pas les mettre dans les composants React, les mettre ailleurs, les tester comme il faut, etc. Et juste faire des petits branchements qui sont vraiment simples à faire avec React. Mais ça dépend, enfin, si le truc est moyennement complexe et pas trop fou, tu peux faire une petite hiérarchie de composants, tout mettre dans React et ça marche. Ça marche. Je crois que je suis en train de me faire jeter. Voilà. On est un peu à la bourre, donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander à l'île après. Voilà. Merci, allez. Je vous en prie.